Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui, les amis, mystère et magie réveillent l'enchanteur qui est au fond de toi. Et on a Richard avec nous, c'est merveilleux. Coucou Richard. Bonjour Alina, comment vas-tu? Ah, ça va trop bien, on t'entend super bien. Ça fait trop plaisir de t'entendre. Ah, chouette. Alors, tu m'as contacté parce qu'il y a une énorme sortie qui a eu lieu au mois de septembre, si je ne dis pas de bêtises. Oui, on a sorti le 3e et dernier tome de la grande série des grands livres des esprits, avec le grand livre des esprits oubliés. Et oui, donc là, tu vas nous parler de ce merveilleux livre ce matin, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Donc ça va être magique, les amis. Alors en plus, tu tombes un dimanche. Chaque premier dimanche du mois, en fait, on offre des cadeaux aux enchanteurs. Et pour le mois de décembre, j'ai décidé de leur offrir 2 livres de leur choix. Et donc, je voulais rajouter ce livre-là en supplément, parce que tu nous en parles ce matin. Donc, j'enverrai aux gagnants de ce matin, eh bien, ton livre. Voilà. Donc, c'est l'occasion de le découvrir à travers ton regard d'écrivain, d'auteur. Donc, de quoi parle ce merveilleux livre ? Alors, c'est donc la suite du grand livre des esprits de la nature et du grand livre des esprits de la maison. Il faut savoir qu'à l'origine, il y a plus de 13 ans de ça, quand on a décidé de créer le grand livre des esprits de la nature, il y avait déjà cette volonté de faire 3 grands tomes, tellement il y a évidemment de fées, de lutins, d'elfes à travers le monde. Donc l'idée de départ, c'était de voyager à travers le monde et d'aller rencontrer plein de gens et pour trouver des traces de fées, de lutins, d'elfes, de gnomes, etc. Dans tous les pays, enfin, peut-être pas tous les pays, mais en tout cas une grande partie du monde, pour voir s'il y avait l'équivalent de ce qu'on avait dans la culture celtique. Et donc voilà, 13 ans, même 14 ans plus tard, le chapitre se clôt avec le grand livre des esprits oubliés, où on trouve encore des centaines de petits lutins, de fées, d'elfes du monde entier. Ça va de pays de l'Espagne, de l'Albanie, de la Lituanie, jusqu'au Vietnam, aux États-Unis, etc. Il y en a vraiment partout, partout, partout. Alors de tous les livres que tu as écrits, c'est le seul dont je ne possède pas encore, donc j'ai hâte de l'avoir. J'ai regardé un petit peu sur internet et il y a énormément, mais énormément de créatures. C'est un truc de fou. Oui, c'est vraiment comme les 2 tomes précédents. Oui. J'ai essayé de trouver un maximum de références et de noms, surtout pour préserver les noms. Ces livres ont d'abord pour mission de recueillir les noms tels qu'on les appelle encore aujourd'hui, partout dans le monde où il y a encore les croyances aux fées, aux lutins. Et donc, voilà, l'important, c'était de vraiment noter ces centaines et centaines de références. Et puis, j'en choisis en fait une centaine que j'explique vraiment de façon très large. Et comme les tomes précédents, sur les colonnes à gauche et à droite des textes principaux, il y a des références à d'autres esprits, dans des textes plus courts. Alors le tout est évidemment toujours joliment illustré par la talentueuse Frédérique Devos, qui a toujours pour mission de rendre par l'illustration l'image, si on peut y parvenir, de l'esprit en question, avec toujours des petits détails dans les dessins aussi qui ne sont pas dans les textes et vice-versa. Waouh! Alors c'est ce que j'ai vu, c'est donc encore la même illustratrice, donc ça fait qu'il y a vraiment une continuité, une sorte de lignée, de suite logique aux 2 premiers tomes, et même les esprits de Noël aussi, parce que j'ai le livre des grands esprits de Noël que tu avais fait également. Il est magnifique ce livre. Oui, c'est un livre qui chaque année, voilà, on rentre dans la période de Noël, ouais. C'est un livre que les gens adorent ressortir, et c'est vrai que c'est aussi Frédéric Devos qui en signe les illustrations. Alors attention que le grand livre des esprits de Noël n'est pas dans cette trilogie avec le grand livre des esprits oubliés. Là, c'était vraiment sur une saison, sur l'hiver, sur Noël. Le travail avait été un peu différent, même si ça s'appelle aussi le grand livre des esprits. Mais la taille et le format sont différents aussi. Justement, j'allais t'en parler parce qu'effectivement, là, généralement, les 2 premiers tomes étaient
de grands livres. C'est ce que je trouve aussi très très beau, parce que franchement, on rentre à l'intérieur de manière magique. Hein. On en parlait déjà à l'époque. Et là, c'est pareil pour ce livre-là, Le Grand Livre des Esprits Oubliés. Oui, tout à fait. Le dernier, c'est vraiment le même taille. Oui. Il y a une continuité dans les couvertures aussi. Et le but, c'était tout à fait ça. C'était d'offrir des fenêtres aux gens pour qu'ils puissent carrément se plonger dedans et arriver dans les terres merveilleuses et vivre pleinement. L'écriture aussi a été travaillée pour amener aux esprits par des petits contes, des petites histoires, des ouvertures, voilà, pour que les gens se baignent dedans. Et alors une autre volonté aussi très importante, c'est que à chacun des livres, je laisse vraiment une grande bibliographie avec toutes les références qui ont pu servir à trouver aussi des traces des esprits, etc. Puisque mon but, c'est qu'il y ait une continuité, qu'il y ait des gens qui s'y intéressent, qu'il y ait d'autres auteurs qui se greffent sur ce monde pour ne pas oublier, justement, c'est le titre du dernier livre, c'est Les Esprits oubliés, parce que chaque jour, voilà, malheureusement, on ne les prie plus, on n'y croit plus, et donc les noms disparaissent, et quand les noms disparaissent, eh bien, on les remplace par autre chose, et cette autre chose n'est pas tout à fait correcte. Et voilà, on perd un peu la trace de tous ces esprits qui, pendant des milliers d'années, ont côtoyé nos ancêtres. Et c'est ça qui est merveilleux, je trouve. Tu arrives justement à mettre en lumière tous ces esprits dits oubliés. Alors, on a du monde sur le chat, et notamment un message de Mimi qui nous dit « Bonjour Richard, oh oui, il est magique ce livre, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps pour me faire un bon cadeau de Noël amoureux, de moi à moi. Mais pour le moment, il est emballé, je l'ouvrirai à Noël, mais je pense qu'il est aussi magique que les premiers livres. » Déjà des retours. Ah, ça c'est génial. Oh, oui, génial. Et puis voilà, le fait de le dire, d'attendre comme ça fébrilement Noël oui. pour pouvoir plonger dedans, ça fait très plaisir à l'auteur que je suis, évidemment. Et j'espère que Mimi va adorer ce livre et y plonger pendant les longues soirées autour de Noël. C'est vraiment très chouette aussi. C'est vraiment la plus belle période de l'année pour s'installer confortablement, un petit thé à la main et lire quelques pages. C'est un livre qui se déguste comme un thé. Alors en plus Richard, tu savais comme on est heureux de t'avoir pour ce premier dimanche du mois de décembre, quoi. C'est vraiment magique de pouvoir parler justement de la féerie comme toi tu fais en ce premier jour du mois de décembre. Et justement, j'ai plein de questions autour de ce livre, et notamment, est-ce que tu as des expériences particulières autour des recherches que tu as pu mener sur certains esprits oubliés, peut-être un esprit en particulier que tu affectionnes ou avec qui tu as eu une expérience particulière dans tes recherches? Mais il y a beaucoup d'expériences, évidemment, parce que le livre a mis presque 5 ans à être écrit, celui-ci. Donc, malheureusement, il y a eu une période que tout le monde a connue, qui a un peu bloqué tout ce qui est possibilité de voyage, de rencontres, etc. C'est pour ça qu'il a pris du retard sur son écriture. Mais oui, il y a évidemment des expériences, des rencontres aussi humaines. Je garde vraiment en souvenir de personnes qui sont en contact avec les fées, les lutins, dans le nord de l'Écosse, par exemple. J'avais pris aussi, on en avait déjà parlé quand je travaillais sur le livre de Noël, j'avais été en Islande aussi, rencontrer beaucoup de monde et d'aller visiter des lieux, des sites magiques, des choses, waouh, vraiment, on reçoit vraiment des baffes tellement c'est encore vivant et presque une habitude. C'est chaque fois que je pars sur des lieux comme ça de rencontres, je suis toujours très très marqué par le fait que pour les gens là-bas, c'est tout à fait normal. Qui vivent entourés des fées, des elfes, et que chez nous, on a toujours l'impression d'être un peu zinzin. Mais donc voilà, il y a ça, il y a des anecdotes aussi pendant l'écriture. Je me souviens, j'avais écrit autour du Kirnis, qui est l'esprit des cerisiers en Lituanie, et donc pendant que j'écrivais, en une fois j'ai entendu un bruit et il se trouve que mon frigo s'était ouvert dans une pièce ailleurs et ma petite confiture de cerises était tombée. Donc c'est vraiment le truc un peu dingue parfois, ces liens qui se passent autour de, voilà, on travaille sur un esprit des cerisiers, on a le pot de confiture qui bouge et donc tous des trucs comme ça, et puis des voyages même avec les Indiens Navajo par exemple aussi,
pour aller voir les traces du petit peuple de là-bas, etc. Vraiment des beaux souvenirs. Il y en a tellement que j'ai du mal à en préciser un, mais voilà, il y a quelques. Et puis aussi le fait de renouer avec les fées de plus près, les fées de chez nous, hein. Par exemple les Fantines, qui sont des fées enfants, des petites fées qui adorent, qui gardent ce caractère un petit peu jouette, et qu'on peut trouver bien sûr en France, et donc voilà, et avec qui les enfants s'amusent et puis oublient aussi leur existence, malheureusement. Il y a toujours ce côté dans ce livre-ci, c'est un peu la morale en fait qui diffuse là-dedans, c'est toujours le cri d'alerte quand même, hein, de ne pas les oublier, l'urgence que les gens aient sous le coude, sous les yeux, ces noms, et qui décident eux-mêmes d'aller visiter ces lieux et explorer, et puis renoter, parler aux gens tant que ça existe encore. Alors j'ai une question que je te pose à chaque fois d'ailleurs, je remarque, mais il faut que je la pose parce que c'est la 3e quand même, hein, de cette trilogie. J'imagine que comme dans les 2 premiers, dans le 3e livre, il y a aussi des mystères autour de l'illustration. Oui, tout à fait, hein, c'est comme les 2 premiers. Oui, ça t'intrigue. Hein. Ah Chaque ouais, année, je veux connaître les mystères. Ah, franchement, ouais. Et donc je cherche, hein, ça fait des années que je cherche, je n'arrive pas à trouver. Eh oui, mais ça, comme chaque année, je répondrai que on ne dira jamais, on ne révélera jamais ça. En fait, oui, il y a des choses dans les illustrations qui sont glissées par rapport à ce monde féerique. Il y a des petites clés, il y a des détails qu'il faut trouver, il y a des plantes, des choses en lien vraiment avec les esprits, et ça permet, parce que c'est ça aussi, hein, le monde des fées et des lutins, c'est vivre, ça, c'est pas que les lire évidemment, et pour les vivre, il y a des passages, maintenant il y a des choses faciles, d'autres plus difficiles, mais voilà, les gens peuvent s'amuser, c'est pour ça que c'est des livres dont la lecture sera sans fin, parce que il y a toujours même dans l'écriture, hein, il y a des niveaux de compréhension qui ont été travaillés. Il y a ce qu'on lit, et puis il y a des choses qu'on doit deviner en fait, et qui sont là. Mais voilà, il faut ouvrir les clés. C'est ça la magie de la féerie. C'est pas si facile que ça, hein, de rencontrer les fées. Et donc pour voilà, y arriver. Mais le plus facile, c'est pas s'entêter, essayez pas. C'est de se laisser emporter, rester devant l'illustration et à la limite s'endormir dessus. Et puis le rêve fera le reste. Alors là, tu t'es donné une clé, tu vois, que je ne percevais pas, c'est que tu nous as dit qu'il y a des plantes en fait. Des plantes qui peuvent être cachées dans les illustrations. Donc les amis, notez bien, surtout si vous possédez les 2 premiers livres, on va aller. Ah, le moindre détail est noté là. Je vois ouais. que vous avez vu, tu es à l'affût. Ah ouais, mais ça fait des années, hein, Richard. Hein. Attention, tu le sais, hein. Ça fait des années que je cherche. Ce que je trouve vraiment magnifique aussi dans la manière dont tu abordes ces livres-là, c'est que ça parle vraiment à tout le monde. Ça parle autant aux personnes qui sont passionnées par le milieu de la féerie, comme tu peux l'être, mais aussi à ceux qui pratiquent la féerie. Et parce je sais de mémoire qu'il y a toujours des petits passages où tu nous expliques un petit peu comment se connecter à chaque personnage, chaque créature. C'est également le cas pour ce livre-là ? Oui, tout à fait. Hein, à chaque fois, j'essaye de donner encore une fois des clés, et sans imposer des choses aussi, hein, c'est important. Et puis je travaille en toute objectivité, donc en recul par rapport à ce qu'on me dit. Je transmets ce qu'on m'a dit sans. Donc le seul apport que j'ai vraiment, à part la collecte et les heures passées sur les terrains, etc., c'est la forme poétique que je donne au texte. Mais souvent on me dit oui, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que Et donc, en fait, c'est vraiment un travail de par mon premier métier. Hein, donc, je suis ethnobotaniste, donc c'est une branche d'anthropologie. Et donc, on respecte évidemment tout ce qu'on entend, etc. Et on retransmet. L'idée, c'est vraiment de créer un fil, de faire le lien avec ce qui existe et le futur, les gens qui pourront lire et peut-être retrouver des choses. Et donc voilà, j'enveloppe, évidemment, il y a le côté un peu poète, auteur, etc. Mais je n'invente pas. Donc voilà, c'est tissé, c'est enjolivé, etc. Mais tout est là.
tout est vraiment là. Et pour celui qui veut avancer ou qui veut pratiquer, etc., il y a beaucoup de choses à aller chercher. Et le gros avantage, c'est que voilà, c'est pas, j'allais dire, c'est pas humain, c'est pas inventé. Enfin, c'est pas, voilà, je n'impose rien du tout. C'est vraiment à vous d'aller chercher ce qui vous anime. Et c'est ça aussi, on dit toujours pour trouver les faits, et c'est tout à fait vrai, il faut se perdre. Alors perdez-vous. Ah, c'est beau ce que tu dis, perdez-vous. Alors en plus, je suis en train de regarder un petit peu la liste complète de toutes les créatures qui sont citées dans ce livre. Je vois qu'il y a aussi les gnomes. Tu n'oublies pas les gnomes, c'est merveilleux. C'est mes créatures. Je ne pourrais pas, sinon je me fais tirer l'oreille ici. Tu m'étonnes. J'en ai quelques-uns autour de moi, donc je ne serais pas très content qu'on les oublie. Depuis, surtout, j'avais fait avec une autre illustratrice le grand livre secret des gnomes et Farfadet. Et depuis lors, je peux te dire qu'ils se sont bien manifestés. Et certains étaient un peu grognons, parce qu'on n'aime pas quand on parle trop d'eux. D'accord, voilà, tu me l'apprends, je ne savais pas qu'ils n'aimaient pas ça. Ah si, il faut toujours... oui, c'est normal. Oui. Ils n'aiment pas trop... ils sont tranquilles. Voilà, ils aiment bien leurs petites habitudes et on peut pas trop révéler non plus. Ça, je l'avais dit d'ailleurs que ce livre-là allait être assez tumultueux parce que de tous les êtres de féerie, ce sont les plus... les plus susceptibles, on va dire. Oula, je n'en dis pas plus. En tout cas, moi c'est ce que je préfère le plus, c'est les petits gnomes. Ah oui, c'est tellement chouette. Et puis voilà, c'est vraiment l'esprit aussi du foyer. Donc Oui. c'est celui qui nous ramène au poil d'antan et au veillées qu'on fait de moins en moins aussi, puisque on n'avait pas de télévision et certainement pas de réseaux sociaux. Et donc nos seuls réseaux sociaux, c'était de se retrouver à la ferme autour du poêle et de raconter des histoires. Et j'ai eu la chance encore tout petit de connaître ça. Et ça m'a beaucoup marqué. Je pense que d'ailleurs que ça a beaucoup contribué au fait de grandir avec les fées, d'être toujours attiré par ça. Voilà, c'est vraiment dans mon petit pays sorcier là, c'était quelque chose. Les screens, on appelait ça, les veillées où on racontait plein d'histoires, parfois terrifiantes, et surtout comme ça vers Noël. On arrivait dans la nuit, il y avait les loups-garous. Waouh, c'était génial quoi. Alors tu sais que j'ai encore en mémoire, quand on t'avait reçu sur Arcadie à l'époque, tu nous avais raconté ton expérience autour d'Elzel. Tu sais, quand tu étais tout petit garçon, tu n'avais pas le droit d'aller justement à cette fête. Oui. Je me souviens de tout l'imaginaire en fait que tu avais créé en toi, ne serait-ce que par le son en fait. Et après coup, le métier que tu fais aujourd'hui prenait tout son sens. Parce que pour information, Richard habite en Belgique, bien sûr, au pays des collines, au pays de la magie, et des créatures enchanteurs qu'imprègne Elzel notamment, qui est une magnifique ville de sorcières au passage. Et chaque année, en fait, il y a une magnifique fête, la fête des sorcières, dans laquelle justement Richard a grandi autour de tout cet univers-là. Et ce qui fait que ça t'a permis de développer une créativité très très forte, au passage. Oui, tout à fait, évidemment. C'est là où j'ai puisé tout l'encre qui sert à mes livres. C'est vraiment, je crois que voilà, c'est chez chacun, c'est souvent l'enfance qui nous marque et qui décide un peu de notre destin pour le reste de notre vie. Et c'est vrai que c'était un monde à la fois ancien, à la fois merveilleux, à la fois terrifiant, puisque encore plus terrifiant que ce qu'il est en réalité, puisque comme tu l'as dit, petit, je n'avais pas le droit d'y aller, et donc je regardais par la fenêtre. J'étais sur une des collines, donc je voyais vraiment tout le pays, et je voyais les lueurs qui comme un orage, comme ça. Et j'entendais les bruits, les voix des sorcières portées par les vents, et je m'étais imaginé vraiment un truc énorme. Et d'ailleurs, c'est le souvenir que j'ai toujours. C'est vraiment, j'ai beau avoir été à plein de sabbats, c'est toujours celui-là qui me reste et qui m'accompagne. Et c'est vrai qu'après, il n'y a pas que ça, il y a vraiment toutes les histoires qu'on nous a contées, le fait que ma maison était située en face d'un bois hanté par un luton, donc c'est un lutin solitaire qui égare les gens.
que c'est un pays de sorcières évidemment, mais c'est un pays de fées, comme toute la Picardie. Voilà, un pays de fées, un pays de lutons. Les lutons, c'est des sortes de petits gnomes, mais qui ne vivent pas en communauté, qui sont plutôt solitaires. Et ça m'a vraiment suivi tout au long de ma vie. À chaque fois que j'ai déménagé, je me suis retrouvé sur un lieu où, quand on cherchait un peu, ben oui, il y avait eu une créature, où il y en avait encore. Et donc ça m'a marqué, et voilà, quand on me dit depuis quand vous vous intéressez à ça, ben depuis que je suis né. Donc voilà. Tu as été emporté par la magie des créatures, Faerie, c'est ça? Emporté, je pense qu'ils nous, et puis après voilà, ils nous choisissent aussi, et il faut se laisser porter aussi. Il faut pas fermer, et voilà, on est dans un monde tellement bizarre aujourd'hui, tellement différent. Je dis pas que c'était mieux avant, parce que j'aime pas cette expression. C'est toujours beau la vie, mais au niveau de l'imaginaire, et que ce soit de l'imaginaire ou de la croyance, évidemment, c'est très bizarre ce qui se passe aujourd'hui. Ça s'étiole, et même quand on veut y arriver, il y a énormément de fausses routes, de chemins très modernes, qui ne sont pas basés sur... et pourtant, ça existe encore. Voilà, c'est vraiment tout le propos de ce livre. J'arrête pas à mon avis, je le répète de trop dans le livre, mais voilà, j'ai senti cette urgence, et j'en avais parlé. Je me souviens que c'est la dernière conversation que j'ai eue avec Pierre Dubois il y a quelques années. C'était lui aussi. Il disait qu'il se passait quelque chose au niveau de ce lien qu'on avait avec la féerie. Et il en était plutôt très en colère. Donc voilà, je crois que ces 3 tomes ensemble, c'est vraiment beaucoup plus grand que je n'avais imaginé faire au départ, qui était cette question toute simple: est-ce qu'il y existe des fées, des lutins ailleurs que autour de moi, etc. Et quand j'ai vu l'immensité, ça remplit quand même 3 tomes, et on est à plus de 3500 noms de fées, de lutins. C'est énorme, et j'aurais pu continuer, donc on aurait pu écrire d'autres tomes, mais là, l'aventure, celle-ci s'arrête définitivement. Ça, c'est aussi une décision, et donc voilà, il y aura d'autres livres. Je travaille sur 2 nouveaux projets, tout aussi féeriques, mais en tout cas, voilà, ici, c'est vraiment je crois que c'est le plus gros travail que j'ai fait, se clôt aujourd'hui. Donc, j'encourage vraiment les lecteurs à vite aller chercher ce 3e tome aussi, parce que les livres s'arrêtent un jour, et ça s'arrête de plus en plus vite. Donc, ne passez pas à côté non plus. Alors, quand on regarde un petit peu l'index des noms du livre, on s'aperçoit que certaines créatures sont écrites en gras par rapport à d'autres. Est-ce qu'il y a une subtilité à percevoir suite à ça, ou c'est voulu pour le style du livre? À force d'essayer de trouver des choses, tu vas passer à côté des choses les plus simples. Je prends donc, par exemple Bergleut, tu vois, je connais pas du tout Bergleut, qui est en gras. Oui. C'est un nain qui est lié au diamant. Et donc, mais en fait, c'est tout simplement les grandes fiches, en fait. Donc, c'est tous les esprits dont j'ai fait vraiment un long texte dessus, une grande explication. Donc, ça correspond aux pages principales du livre, tout simplement. Il n'y a rien de spécial. Voilà, j'ai choisi 100 créatures parmi toutes celles que j'avais vues, et donc voilà, eux ont eu droit à un peu plus de lumière que les autres, mais encore une fois, les autres, voilà, il y a toujours une petite description, etc. Dans le livre, mais le Bergleut, par exemple, a son grand texte. C'est un nain, donc allemand, pour celui-là. Justement, c'est bien que tu parles de ça, parce que j'avais aussi une autre question. Avec toutes les créatures dont tu as fait des recherches, dans lesquelles tu t'es connecté, est-ce que tu retrouves des reliances par rapport aux différents pays? Un nain en Belgique, est-ce qu'il est différent dans sa manière d'être autour de tes recherches qu'un nain je sais pas, en Irlande, ou en Allemagne, ou en France notamment?
Alors, ils sont toujours différents et ça va même beaucoup plus loin que ça. Ils étaient différents sur un hameau de village. Donc, vraiment, une partie de village avait son esprit du lieu, avec ses habitudes, son caractère. Et ce qui s'est passé au fil des siècles, c'est que quand on a commencé à noter, en fait, les gens ne notaient pas de façon très fidèle et on interprète. Et c'est ça le problème, c'est que moi, petit Belge, si je pars aux États-Unis, je vais malheureusement donner de dire que telle créature est un nain et donc dans l'esprit des gens, paf, on a une image qui nous apparaît d'un petit gnome avec plutôt un nain à l'allemande, donc parce que les nains allemands ont été fortement, l'image a été fortement dessinée et disséminée partout puisque tout simplement c'était des mines et donc des gens de partout en Europe allaient travailler dans ces mines et ils revenaient avec cette image qu'on va retrouver en Italie, en Espagne, etc. Alors que pas du tout, c'était pas comme ça. Ils étaient vraiment différents. Donc c'est ça que j'ai essayé de travailler aussi. C'est très dur. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme. Hein, c'est de mélanger tout et de croire que quand on dit les fées, les lutins du monde entier, ben on a une image en tête. C'est sûr et certain. Quand on dit déjà la fée, hein, aujourd'hui, si je te dis fée, tu vas probablement imaginer une petite fée avec des petites ailes. Oui, bah oui. Or, voilà. Or, la petite fée avec les petites ailes, on le sait, c'est Disney. Donc, c'est début du XXe siècle ou début du XXIe. 20e, non. 20e siècle où Disney va ajouter la fée Clochette, etc. Mais avant ça, si on remonte 2 siècles avant, la fée, l'image, si on disait aux gens une fée, eh ben, on avait l'image d'une femme de taille normale, habillée tout en blanc, avec des voiles, qui visitait les maisons, qui était attachée aux travaux de couture, etc. Et donc, voilà, on a chaque époque, chaque lieu avait une image différente, même si on peut parler. Alors, ce qui rassemble tout ça, c'est évidemment ce qu'on appelle les archétypes. Hein. Les archétypes sont cette image qui voyage à travers toutes ces différentes images. Donc on a ça avec les fées, on a ça avec les gnomes, on a ça avec les vampires. Parce que par exemple les vampires, si on regarde il y a 200 ans, le vampire c'est l'autre, c'est le monstre. Le Dracula ne parle pas. Donc, il ne s'adresse pas aux humains, il n'est que danger. Et puis, plus tard, tu as Annie Rice qui va en faire des créatures qui s'aiment, etc., très humaines. Et aujourd'hui, le vampire, c'est quasi un humain. Donc, ils vont avoir des relations amoureuses, une famille presque. Ils ont même la possibilité d'avoir des enfants, ce qui est incroyable dans l'évolution de cette créature-là. Et donc, mais à travers, il reste quand même toujours l'essence, l'archétype qui traverse tout ça. Et donc, c'est la même chose dans les fées, etc. Si on remonte à l'origine, on va évidemment arriver dans les cultures animistes, donc la croyance que toute chose est animée, elle possède une âme, et c'est de là que vont naître les fées, les lutins, ces esprits de la nature, ces esprits du lieu, etc. Et un bel exemple aussi, si je parle beaucoup aujourd'hui. Ah non, mais c'est très bien. Un bel exemple, c'est les elfes, par exemple. Les elfes, si je te dis elfe, tu imagines comment un elfe? Un être éthérique. Ouais, moi j'imagine un grand être éthérique en fait. Hein. Mais moi j'imagine pas la fée comme des ailes en fait, hein, comme la fée Clochette. Hein. Oui, oui. Donc non. D'ailleurs, je voulais te poser une question parce que dans pas mal de retours que j'ai et puis de lectures que j'ai notamment en Écosse, on relie les esprits de la nature et du petit peuple de Faerie aux esprits défunts. Est-ce que tu as eu ce retour-là dans tes recherches également? Oui, ça c'est tout à fait le cas, bien sûr. Voilà, donc bien sûr, ils font partie du peuple de l'autre côté, donc effectivement. C'est pour ça qu'à la Samin, quand on ouvre le passage, j'étais à Édimbourg pour la Samin cette année, donc les rituels sont tu retrouves et des croyants en féerie et voilà, en sorcellerie, etc. Et quand les portes s'ouvrent, on fait passer
On a les fées, tout le peuple, le petit peuple, on va dire, mais mélangé aux esprits, aux fantômes, aux morts. Voilà, c'est vraiment, tout est lié, évidemment, tout est connecté, et c'est le même univers, tout à fait le même univers. Et donc, moi, c'est parce que j'adore, et je me suis spécialisé dans vraiment tout ce qui est fait, mais dans énormément d'esprits. D'ailleurs, dans les livres, on devine vraiment qu'ils sont liés à l'au-delà, au monde des esprits. Voilà, en général, effectivement, on s'est relié aux ancêtres, c'est relié aux mânes, voilà, ce qu'on appelait chez les Romains l'esprit des ancêtres. C'est d'ailleurs quand on fait la pendaison de crémaillère, ta crémaillère qui est le symbole de tous tes ancêtres, que tu emmènes avec toi. C'est le seul ustensile que les anciens transportaient quand ils allaient dans une nouvelle maison. Ils ne prenaient que la crémaillère et on la pendait. C'était la pendaison de la crémaillère qu'on fait aujourd'hui, mais il y a plus ni cheminée ni crémaillère. Mais on emmenait nos ancêtres, mais on emmenait en même temps tous les fées, les lutins, etc., qui étaient attachés. Et la cheminée était une ouverture. C'est d'ailleurs une des premières ouvertures avec la porte, puisqu'il n'y avait pas de fenêtre au départ. Et donc, où les esprits entraient par là, mais sortaient aussi. C'était par là qu'on pouvait purifier la maison, etc. Et ça se retrouve, effectivement, les rituels sont très semblables d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, c'est assez proche, en fait, ça, c'est vrai. Mais par contre, les esprits ont vraiment leur particularité. Waouh, non, c'est magnifique. C'est très intéressant d'avoir ton retour à ce sujet parce qu'effectivement, tu fais des recherches depuis beaucoup d'années et ça se développe de plus en plus, justement, cette ouverture autour justement des esprits défunts qui seraient reliés aux esprits de la nature notamment. Alors, par rapport à ta question sur les elfes, alors comme Robert, c'est vrai que quand on imagine un elfe, en fait, on imagine l'elfe du Seigneur des Anneaux, notamment. Donc, ce n'est pas forcément le cas. Alors, c'est à la fois pas le cas et à la fois Tolkien était un énorme chercheur au-delà de son côté créateur d'un univers, et c'est à la fois le cas aussi. Ce qui s'est passé au niveau des elfes, c'est qu'effectivement les elfes sont des dieux en fait. Les elfes sont des dieux. Ce sont des dieux agraires, donc liés à la fertilité, à l'abondance, à la nourriture, etc. Malheureusement, on a, comme tu le sais, pas d'écrits, donc on a perdu tout ça. Et puis les premiers écrits se sont retrouvés 1000 ans après l'existence de ces croyances nordiques, et donc du coup, voilà, on sait pas trop quoi. On n'a pas très bien compris ce qu'étaient vraiment les elfes. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que donc c'est des croyances, et à l'époque, à l'époque des Vikings, les dieux ont taille humaine, etc. Ce que Tolkien va reprendre, il va leur redonner une taille humaine, il va en faire quand même un peuple. Et le peuple est un peu lié à... les elfes vont descendre, si tu veux, la géographie, ils vont arriver en Allemagne. Et en Allemagne, ils vont rencontrer les Bergleut et compagnie, donc tous les gnomes des mines, qui eux sont petits, sont liés à un danger, l'explosion de la mine, etc. Et donc, du coup, vont devenir un peu des créatures beaucoup plus petites et dangereuses, etc. Et donc, au Moyen-Âge, les elfes auront une très mauvaise réputation et auront une petite taille, etc. Et c'est un peu ce qui va se passer en France quand on parle encore du côté de l'Alsace d'elfes. C'est la seule région qui possède des elfes. Ils sont pas comme ça, comme les elfes de Tolkien. Donc Tolkien a essayé, lui aussi à sa manière, de redonner un petit peu les lettres de noblesse aux elfes. Mais pour finir, nous, on a fait des très beaux acteurs et plutôt un idéal de beauté, donc plutôt qu'un idéal d'agriculture. C'est vrai. Alors pour finaliser cette merveilleuse interview autour justement de la sortie de ton livre, est-ce que tu as des projets, une évolution, notamment je sais que tu as une boutique qu'on met vachement en avant sur notre site, donc n'hésitez pas les amis à aller faire un tour sur radioantasia.fr parce qu'effectivement Richard a une magnifique boutique et tu proposes vraiment plein de beaux articles, et là j'imagine qu'il va y avoir des thés spéciaux pour Noël.
comme chaque année? Oui, on a sorti nos thés de Noël, comme chaque année, les tisanes aussi, les rooibos. Oui, c'est un vrai plaisir, ça. C'est ma 5e année déjà de cette boutique où où j'allie, il y a tous mes livres évidemment dans la boutique, entouré de plein de plantes, j'adore ça. Les tisanes, ça fait partie du cheminement aussi pour moi. C'est une évidence de rester dans ce petit bâtiment merveilleux là. Donc voilà, donc ça c'est super. Alors au niveau du travail actuel, il y a 2 gros livres en chantier. Il y en a un qui va travailler vraiment les faits très profondément, et ça va être un très très beau livre avec une illustratrice magnifique dont je ne révélerai pas encore le nom, mais je vais simplement dire que c'était une illustratrice qui nous a beaucoup manqué, et ça va faire un bien fou de la retrouver. Je travaille toujours avec des illustrateurs et illustratrices qui sont habités, qui vivent au milieu des faits, etc. Ça, c'est une des conditions absolues. Et donc voilà, ça va être génial. Et puis je retrouve, là je peux le dire, Charline au dessin aussi pour un projet sorcière cette fois. J'avais fait le livre des plantes sorcières, et donc c'est un peu la suite de ce livre-là, mais il va être génial. Il va être assez comique, plein d'humour et plein de sortilèges et de recettes, et ça va être un très très beau livre aussi, à ne pas manquer. Mais voilà, maintenant j'en parle. Ce sont des livres qui vont sortir dans les 2 à 3 ans à venir. Le temps de les faire, les illustrer, etc. Ça prend toujours du temps. Et voilà sur quoi je travaille pour l'instant. Waouh, ça promet du bouillon, les amis. Alors déjà, avec le Grand Livre des Esprits, c'est pas mal, on est d'accord, parce que ça clôt la trilogie des grands livres extraordinaires autour de la féerie. Mais en plus, là, tu nous rajoutes encore du level avec une autre illustratrice. Ah. Oui. Donc, ce sera 2 illustratrices différentes. Voilà. Je n'ai plus de projet avec Frédéric, qui fait une pause d'ailleurs. Voilà. Donc, mon Charlie, c'est celle du Grand Livre des Gnomes et Farfadet aussi. Donc ça, vous la connaissez bien, avec ses petites bouilles de sorcières et de lutins. Ça va être génial. Et l'autre, voilà, illustratrice mystère pour l'instant, le temps d'avancer et de vous révéler alors le sujet de ce sera un beau et grand livre. J'adore les grands livres sur les fées. Waouh. Alors, pour information, les enchanteurs, le site donc de la boutique herboristerie de Richard s'appelle Natorea. Donc, j'essaie de mettre le lien sur le chat, mais le chat me filtre. Merci le chat. Bref. Donc, natorea.com. Donc, Natorea. Et là, effectivement, on voit apparaître les magnifiques tisanes de Noël, les thés de Noël, les tisanes de Noël. Et ça promet du lourd. Ça promet du lourd. Il y a Douce Nuit comme tisane de Noël et aussi Yule Lads comme autre tisane de Noël. Donc, c'est pareil, en fait, ce sont des concoctions que tu proposes en relation avec, vu que c'est ton métier d'être herboriste, tu arrives à confectionner certains types de plantes pour pouvoir assimiler une énergie, une ambiance reliée à Yule. Oui, tout à fait. Je travaille, de toute façon, tous les herboristes travaillent avec ce qu'on appelle l'intention. Donc, quand on crée quelque chose, on a une volonté qu'on met dans les ingrédients, etc. Donc, on choisit les ingrédients pour certaines raisons. Donc, c'est un peu comme mes livres. Voilà, il y a beaucoup de réfléchis, et puis effectivement, pour les recettes, il y a du test, et il faut que ce soit bon aussi, parce que parfois on fait des choses qui sont très mauvaises. Mais donc voilà, ça on ne les vend pas. Mais voilà, on essaye, et puis on essaye d'arriver dans l'esprit de Noël. Les Yule Lads, c'est une recette qui m'a été, alors étonnamment, c'est un rooibos, donc c'est bien l'Afrique du Sud, mais c'était en Islande que j'ai réfléchi à cette recette-là pour essayer de retrouver un petit peu à la fois le feu et la glace dans un mélange.
voilà, qu'on va déguster en attendant la période de Yule. Et donc voilà, par exemple ça, mais voilà, toutes les recettes qu'on imagine, qu'on crée dans l'herboristerie, c'est toujours en lien aussi avec, on travaille beaucoup comme sujet, tout ce qui est mythologie, féerie, l'univers des sorcières, etc. On a des ateliers spécialisés là-dedans. Et alors, je tiens à préciser que comme j'y suis, tous les lecteurs sont évidemment bienvenus. J'en ai encore eu 2-3 hier. Ils peuvent venir avec leurs livres, évidemment. Je les dédicace avec beaucoup de plaisir et j'adore échanger. C'est vrai que le type de voyage que j'ai un peu arrêté, c'est les salons et les festivals où voilà, vu que je travaille tous les samedis, donc les week-ends, c'est difficile de voyager pour les salons, etc. aujourd'hui. Mais la porte est grande ouverte, hein, donc il n'y a pas de problème. On peut passer, on peut venir dans la jolie ville moyenâgeuse de Tournai pour découvrir notre petite herboristerie magique. Oui, parce qu'en plus, il me semble que chaque année aussi, à Elzel, tu proposes aussi des moments avec les gens où justement tu te balades dans Elzel, enfin dans la forêt, hein, je suppose, où justement tu montres les herbes magiques, etc. Donc tu le fais toujours ? Oui, il y a quelques sorties, mais de moins en moins, parce que l'herboristerie prend de plus en plus de temps, et donc voilà, il y a des choix à faire qui sont pas toujours les plus heureux pour moi, mais voilà, les préparations, on n'est que 2, c'est vraiment de l'artisanat, donc il faut, ça met des heures à préparer on a plus de 300 infusions différentes proposées en magasin. Donc voilà, c'est beaucoup de boulot. Donc du coup, quand je peux, mais cette année a été aussi très spéciale. Je suppose que tout le monde a remarqué qu'il pleuvait un petit peu, et donc la boue n'est pas notre ami quand on veut proposer des balades avec des personnes parfois qui ont un peu de difficulté à marcher, etc. Donc j'avais fait quelques repérages, et cette année, malheureusement, il n'y a pas eu de balade du tout, tellement que les sentiers étaient abîmés, dangereux, etc. Donc il faut toujours évidemment veiller à ça, mais ce qu'on fait quand on n'arrive pas à le faire, on le fait même en ville. Donc on part en ville et on montre toutes les plantes sauvages qui percent les trottoirs, et on leur dit, voilà, c'est aussi des sortes de petits lutins là, qui ne se laissent pas faire et qui montrent que la nature est toujours aussi puissante. Waouh, même en ville, les amis, même en ville. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, mon très cher Richard, pour ce merveilleux moment passé en ta compagnie, à la découverte donc du grand livre des esprits oubliés. Ne ratez pas ce livre magnifique qui est sorti depuis le mois de septembre. Donc, si vous voulez offrir un joli cadeau pour Yule et Noël à vous-même ou à votre entourage, eh bien, c'est un merveilleux livre d'exception que vous aurez entre les mains. On t'embrasse bien fort, mon très cher Richard, et merci encore. Merci à toi, Alina, et merci à tous les auditeurs, et je vous souhaite le plus joyeux des Noëls cette année, le plus merveilleux, avec plein d'étincelles de féerie. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.